Par 22h dans nos studios, la même heure au port de Dakar et à l'aéroport international Blaise Diagne de Mbour, c'est l'heure du journal. Saisie de cocaïne au port de Dakar d'une valeur estimée à 9 milliards 600 millions de francs CFA. Cette saisie donc opérée sur le navire Grande Nigeria. Les détails, ce sera tout à l'heure avec le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication. Riposte contre l'épidémie coronavirus, l'État du Sénégal prend les devants. Le ministre de la Santé, rassuré par le dispositif mis en place à l'AIBD, les normes internationaux respectées, Abdoulaye Diouf Sarr annonce la mise en place du même dispositif au niveau de toutes les frontières et notamment dans les structures des régions frontalières. Le parti Pastef, les Patriotes, exhorte l'État à renforcer les mesures de surveillance et à poursuivre les tractations avec les autorités chinoises pour apporter assistance aux ressortissants sénégalais qui se trouvent dans les localités touchées par le coronavirus. Opération de déguerpissement à Kaolack à partir de demain avec la destruction des occupations illégales et anarchiques. Tolérance zéro, mot d'ordre du préfet Ahmed Tidiane Thiaw, alors que le G20 entame dès jeudi son 3e plan d'action. Une marche nationale prévue le 19 février prochain pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Mbaye Sarr réagit dans cette édition. 1500 Sénégalais seront régularisés en Turquie. Le chef de l'État, Macky Sall, et son homologue turc ont animé conjointement une conférence de presse. Plusieurs accords ont été paraphés. L'ambition est l'atteinte d'un volume commercial de 1 milliard de francs CFA. Résolution également de la crise libyenne. Le président Macky Sall plaide pour la voie diplomatique. Sur l'international, Donald Trump déroule son plan de paix pour le Proche-Orient. Journée historique selon le premier ministre israélien, alors que le ministre turc des Affaires étrangères rejette en bloc et parle de projet morné. Info santé de Adja Ndeye Khady Diop complète cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Je vous le disais en titre, saisie de cocaïne au port autonome de Dakar d'après le Bureau des relations publiques et de la communication des douanes sénégalaises. C'est suite à une information, une équipe de l'unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires de la subdivision des douanes du port autonome de Dakar, secondée par les éléments de la police scientifique et de l'OCTIS, a investi et fouillé le navire Grande Nigeria. L'opération de fouille effectuée aujourd'hui a révélé une cache dans les compartiments du système de ventilation du dit navire, dans laquelle se trouvaient 4 sacs contenant 30 plaquettes de 1 kg chacun, soit 120 kg. Le produit est certifié être de la cocaïne par le laboratoire de la police scientifique compétent à la matière. Toujours selon le Bureau des relations publiques et de la communication, la valeur totale de la cocaïne saisie est estimée à 9 milliards 600 millions de francs CFA. Nous quittons le port de Dakar à Thioune pour nous rendre à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et c'est pour parler de la riposte contre l'épidémie coronavirus. Le gouvernement du Sénégal est à pied d'œuvre. Dispositif de veille installé à l'aéroport. Dans le cadre de cette lutte, le ministre de la Santé était en visite à l'AIBD pour constater de visu les dispositifs mis en place pour contrer le coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Après une séance de simulation, le ministre de la Santé s'est dit rassuré par rapport au respect des règlements sanitaires internationaux et du respect des mesures de normes de prise en charge de l'épidémie. Abdoulaye Diouf Sarr a par ailleurs révélé que les mêmes dispositifs seront mis en place au niveau des frontières du port et surtout des districts dans les régions frontalières. Nous écoutons le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, au micro de Moustapha Sall. Au niveau de la surveillance, qu'au niveau de la riposte, effectivement, nous sommes extrêmement satisfaits. Mais les instructions que nous avons données, c'est de rester vigilants, de ne ménager aucun effort mis en place pour parer à d'éventuelles éventualités. Nous sommes tout à fait satisfaits. Vous venez effectivement de voir avec nous le dispositif mis en place au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. C'est un hub important où on a énormément de passagers. Le dispositif est un dispositif qui permet bien sûr d'identifier des cas suspects de manière systématique. C'est des caméras thermiques sur un rayon important et sur une population importante pour identifier des cas que nous pouvons, à la suite de l'identification, approcher pour les isoler dans le cadre d'un processus d'entretien qui permet véritablement
d'avoir l'information de la manière la plus fiable. Au cas où la suspicion s'avère, nous pouvons effectivement avoir l'ensemble des dispositions ici au niveau de l'aéroport, non seulement pour isoler le patient, mais pour le transporter à des endroits plus appropriés pour prendre en charge le cas. Donc tout est mis en place dans une collaboration parfaite entre l'aéroport et le ministère de la Santé et de l'Action. Oui, ce qui est prévu pour les frontières, c'est ce qu'on a mis ici au niveau de l'aéroport, qui est une frontière, mais le port aussi a un dispositif de surveillance. Au-delà, nous savons effectivement que le travail doit se faire au niveau des districts, surtout dans les régions frontalières. C'était le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui s'est donc rendu ce mardi à l'aéroport international Blaise Diagne pour constater de visu et donc le dispositif mis en place pour contrer le coronavirus. Il se dit rassuré et révèle que les mêmes dispositifs seront mis en place au niveau des frontières du port et surtout au niveau des strictes sanitaires dans les régions frontalières. Nous quittons Mbour pour aller à Kaolack. Toutes les occupations illégales et anarchiques seront détruites entre Pont-Noirot, la chambre de commerce et le stade Lamine Gueye. Des opérations de déguerpissement démarrent demain mercredi et vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Samedi 1er février, une opération de nettoiement est prévue dans la commune en présence du ministre de l'Urbanisme. Selon le préfet Ahmed Tidiane Thiaw, rien ne sera toléré. Il est avec Mamadou Camara. Nous avons en ligne de mire deux axes. Le premier, c'est la voie comprise entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et le pont Noirot. Tous les Kaolackois sont quotidiennement confrontés sur cet axe-là à une situation inacceptable, à une situation particulièrement gênante. Elle est gênante pour nous dans les situations d'urgence, pour évacuer nos malades, pour enterrer nos morts, mais aussi pour accueillir tout simplement les hôtes de la ville. Beaucoup de personnes entrent ou sortent de Kaolack excédées, énervées et à juste raison. C'est donc le moment de sonner le holà, de mettre un terme à cette situation indésirable et indésirée. Le second axe, c'est la pénétrante à partir de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture qui mène donc au stade Lamine Gueye jusqu'à hauteur du tribunal. Dans ces deux axes, nous avons une occupation illégale, irrégulière, anarchique de la voie publique et de ses emprises. Ce sont des kiosques, ce sont des boutiques, ce sont des expansions de magasins dans des proportions inacceptables. La circulation est particulièrement obstruée, celle des personnes, celle des biens, des véhicules en particulier. Donc, depuis un bon moment, nous nous sommes quand même annoncés pour dire que l'opération sera déroulée, va entrer dans sa phase active. Je veux préciser que les opérations seront menées dans un esprit de justice et d'équité. Les occupations illégales, quels qu'en soient les auteurs, sont en ligne de mire et nous y mettrons un terme, sans aucune forme de discrimination ni de parti pris. C'était le préfet de Kaolack, Ahmed Tidiane Thiaw, qui revenait donc sur les opérations de déguerpissement qui démarrent demain mercredi, ce jusqu'à vendredi à Kaolack. Zéro tolérance, mot d'ordre du préfet. Difficultés liées au nouveau redécoupage suite aux désaccords entre Darou Khoudoss et Mboro, les deux localités concernées. Les spécialistes en décentralisation théorisent l'intercommunalisation pour régler la question. Babacar Sow. Projet de nouveau redécoupage territorial concernant Mboro et Darou Khoudoss, une question brûlante qui divise toujours les populations de ces dites localités. Un redécoupage qui, depuis qu'il a été agité, aiguise les appétits des deux côtés. Pour la genèse de cette affaire, c'est en 2002, sous le régime libéral de Maître Abdoulaye Wade, qui, selon certains responsables de l'époque, que Mboro avait été dépossédé de la majeure partie de son assiette foncière pour des raisons politiques, disent-ils, une situation qui avait défrayé la chronique. Depuis lors, Mboro n'a cessé d'appeler à corriger cette incohérence territoriale par des marches, sit-ins et autres manifestations. Ce premier découpage, une situation au grand bonheur des populations de Darou Khoudoss qui avait fini d'engloutir et les périmètres maraîchers et les sites d'exploitation minière aussi dans la grande zone du littoral des Niayes avec les ICS qui étaient déjà sur place et ensuite l'arrivée de la Grande Côte Opération GCO. Le grand problème pour le moment, c'est le niet catégorique des populations de Darou Khoudoss pour l'exécution de ce projet de redécoupage qui l'on ne sait encore ce qu'il va donner. La mésentente des deux parties, un grand os sur la table du gouvernement Macky Sall, une patate chaude
selon certains spécialistes de la décentralisation, un retour à l'ancienne formule qui est agitée en même temps, le couplage des deux communes dans le cadre de l'intercommunalisation appelée par le chef de l'État Macky Sall, ce qui pourrait donner la commune de Mboro Darou Khoudoss, selon certaines indiscrétions, une commune qui sera l'une des plus fortes du Sénégal à en croire nos sources. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Merci à Babacar Sow. Nous quittons donc Tivaouane où vous nous écoutez sur la 102.2 et pour revenir à Dakar où vous nous suivez sur la 98.5 et c'est pour parler de quartier sûr, une initiative réussie par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité dans 15 localités. Ce programme mis sur pied par la promotion de la sécurité de proximité va dépasser le cadre des quartiers pour s'étendre aux communes avec le projet commune sûr. Le ministre de l'Intérieur a rendu visite donc à cette agence ce mardi et s'est réjoui de l'apport des ASP aux côtés des forces de sécurité. Aly Ngouille Ndiaye promet toutefois de se pencher avec le chef de l'État sur le cas des 6000 agents de la première promotion dont les contrats arrivent à expiration en mars. Josette Kali. Dans le cadre de la promotion et de la sécurité de proximité, au moment où des crimes et autres violences sont de plus en plus notés, les ASP veulent apporter des réponses à l'insécurité, d'où la mise en place du programme Quartier Sûr dont les tests ont donné satisfaction. Biram Faye, directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Le cœur de notre métier, ce sont les quartiers sûrs. C'est une réussite totale. C'est pourquoi nous avons commencé à développer ce concept dans 15 quartiers de Dakar où la sécurité s'est renforcée davantage. Les commerces sont ouvert jusqu'à des heures très tardives le soir, ce qui n'était pas le cas avant, parce que tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la prévention, de la proximité, de l'assistance, du secours et de l'information, en complément avec la police et la gendarmerie. Hormis les quartiers, l'innovation pour l'agence et le démarrage des comités départementaux de sécurité en passant par le projet Commune Sûre. Nous avons fait une enquête cette année, nous démarrons avec Dara, Djolof avec le vol de bétail, avec Kédougou avec l'exploitation minière, également avec Saly Portudal avec le développement du tourisme et tous les fléaux qui sont collés à ce secteur. Au mois de mars, 6000 d'entre eux seront en fin de contrat et la perspective majeure pour Biram Faye reste la pérennisation de la collaboration. Pour la première génération, ils auraient dû terminer depuis longtemps, donc ils sont en train de finir les 6 ans. Mais notre ambition quand même nous oblige à leur offrir de meilleures perspectives pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pour la pérennisation de l'institution. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, promet de se pencher sur cette demande après s'être félicité du travail des ASP. Je suis également satisfait aujourd'hui du rôle des ASP pour aider la commune à collecter davantage de recettes. Et je vois aussi en bien que simple habitant d'un quartier l'espoir qui est en train d'être né au plan sécuritaire avec la présence des ASP. Sur la perspective, sachez que nous travaillons dessus. Après avoir expérimenté le programme Quartier Sûr dans 15 localités, les agents de sécurité de proximité vont poursuivre la lutte contre l'insécurité au niveau des communes avec le projet Commune Sûre. Après le projet Quartier Sûr, parlons d'éducation à présent. Marche nationale le 19 février prochain pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative. Le G20 entame ainsi son 3e plan d'action dès jeudi. Voici la réaction de Mbaye Sarr. Il est le secrétaire général du SADEF et membre du G20. Il est avec Biram Ndiaye. À la suite de la plénière du G20 tenue ce jour au siège du SADEF, le G20, après avoir analysé la situation, a décidé de lancer son 3e plan d'action qui comprend 2 phases. La première phase va débuter ce jeudi 30 janvier par un débrayage à partir de 10h, suivi d'une grève totale le vendredi 31 janvier. La deuxième phase va débuter le mardi 4 février par un débrayage à partir de 10h, suivi de 48 heures de grève le mercredi 5 et jeudi 6 février sur l'étendue du territoire national. Et ceci pour exiger du gouvernement l'ouverture de discussions sérieuses et inclusives sur le système de rémunération des agents de la fonction publique et exiger également l'arrêt systématique de la surimposition sur les salaires et les rappels des enseignants. Et également, le G20 exige aussi le paiement intégral de tous les rappels dus aux enseignants. Et qu'il faut également le rappeler, le gouvernement du Sénégal, par la direction de la SOL, avait estimé que l'ardoise que l'État doit aux enseignants était chiffrée à hauteur de 100 milliards et que jusqu'à présent, rien n'a encore été fait de manière conséquente pour résorber cette ardoise-là. Et que c'est pourquoi le G20 s'engage dans cette lutte. Et au terme également de ce 3e plan d'action, si le gouvernement maintient son statut de dilatoire et son jeu de poussement, le G20 va organiser une marche nationale à
à Dakar le mercredi 19 février 2020, où il sera question de battre le rappel de tous les enseignants du Sénégal pour en découdre avec l'État et manifester leur courroux pour que le gouvernement ouvre des discussions sérieuses avec les G20 sur son préavis de grève. Sud FM. 1500 Sénégalais en situation irrégulière en Turquie vont être régularisés, un engagement du président turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle ce mardi au Sénégal. Plusieurs accords de coopération ont été paraphés à cette occasion. De nouveaux partenariats qui touchent les domaines des infrastructures, de la sécurité, entre autres. La nouvelle ambition des deux pays est d'atteindre le volume commercial de $1 milliard. Les deux chefs d'État ont fait face à la presse au terme de cette audience bilatérale, n'est-ce pas, Babacar Samb? Au total, 7 nouveaux accords de coopération ont été signés ce mardi par les deux chefs d'État. Des accords qui offrent des perspectives, notamment dans le domaine des infrastructures, avec la construction d'un stade olympique de 50 000 places. Mais il s'agit aussi de l'établissement d'un centre commercial à Diamniadio pour un investissement de 100 millions de francs CFA. Cette nouvelle entente entre les deux pays touche également la gestion des catastrophes et la question militaire, notamment la lutte contre le terrorisme. Cette audience bilatérale a permis aux deux chefs d'État de peaufiner la question liée à la politique de la diaspora, et dans cette perspective, 1500 Sénégalais en situation irrégulière en Turquie vont être régularisés. Le président de la République, Macky Sall, s'en félicite mais souhaite que les producteurs locaux d'arachide puissent atteindre le marché turc. Ces nouveaux accords signés sont le fruit d'un partenariat dynamique entretenu par le respect mutuel et orienté vers l'action et le résultat. Et pour consolider cette dynamique, le président turc Recep Tayyip Erdogan a insisté sur la nécessité de promouvoir les potentiels des deux pays en adoptant un modèle de coopération différent. Une autre vision du partenariat qui permettra au Sénégal et à la Turquie d'atteindre le volume d'échange commercial d'$1 milliard. Et c'est parti pour l'atteinte de ce nouvel objectif visé. Le premier acte a été posé ce mardi avec la tenue du forum économique auquel on prépare les secteurs privés sénégalais et turcs. Une rencontre co-présidée par les deux chefs d'État. Babacar Samb, le chef de l'État Macky Sall, a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances et celles de la nation sénégalaise et réitérer sa solidarité suite au tremblement de terre qui a frappé des provinces turques, faisant une 40aine de morts et plus de 1500 blessés. La question libyenne s'est invitée dans les discussions entre le président Sall et le président Erdogan. Les deux chefs d'État sont convaincus que le conflit libyen ne peut être résolu par les armes. Selon le président Sall, il faut adopter la démarche politique. Le chef de l'État Macky Sall est au micro de Babacar Samb. Dans mes échanges avec le président Erdogan, je lui ai indiqué un peu l'inquiétude du continent africain, les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye, et aussi notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute recherche de solutions. Étant entendu que notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par la voie politique et non la voie militaire. Bien entendu, j'ai noté les explications qu'il m'a données sur le sujet et je l'ai encouragé à poursuivre ses efforts dans le cadre de la recherche d'une solution politique en Libye. Étant entendu que l'inquiétude de l'Afrique, c'est que nous, ces armes, même si demain on a une solution en Libye, risque encore de transiter vers le Sahel. Donc, de ce point de vue, nous avons des préoccupations. Je voudrais aussi remercier pour son engagement à nous accompagner aussi dans la lutte contre le terrorisme. C'était le chef de l'État, le président Macky Sall, qui abordait donc la question libyenne. Pour le président Sall, il faut adopter la démarche politique. 175 milliards de dollars, c'est le volume d'affaires de la Turquie au Sénégal, pas satisfaisant selon les opérateurs économiques turcs qui veulent davantage investir dans les secteurs de la technologie, de l'énergie et des infrastructures. Une rencontre B2B a réuni ce matin les deux secteurs privés pour promouvoir les relations bilatérales.
Plusieurs opérateurs économiques turcs et sénégalais évoluant dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'industrie, du transport, de l'agroalimentaire, entre autres, ont répondu présents à cette rencontre B2B, une collaboration qui dure depuis des années. Le volume d'échanges et d'investissement de la Turquie est estimé à 175 milliards de dollars, contrairement au Sénégal, contrairement à celui du Sénégal qui s'est établi à 50 millions de dollars. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar. Et dans cette convention, ça va nous permettre quand même de pouvoir non seulement entretenir mais développer nos affaires entre nos deux institutions. Et l'essentiel est que je pense que ces échanges vont se déboucher sur des très importantes collaborations entre nos deux institutions. Le volume, on est actuellement à 175 milliards du côté turc et de notre côté, ça ne dépasse pas 50 milliards. Mais l'important vient quand même de l'investissement que nos amis turcs sont en train de faire dans notre pays. Les domaines de la coopération, c'est vaste, on peut dire que c'est divers. Pour la Turquie, le volume des affaires atteint n'est pas satisfaisant. Selon le président de DEİK, Conseil des relations économiques étrangères de la Turquie, il faudra améliorer davantage ces chiffres. Le volume des affaires que nous avons atteint jusqu'à aujourd'hui, pour nous, n'est pas satisfaisant. Et je ne pense pas que c'est satisfaisant aussi pour nos amis sénégalais. Et donc, je pense qu'il faut améliorer davantage ces chiffres. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus importants pour nous. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer la technologie et l'agriculture. Et à ce sujet, j'aimerais aussi accentuer un point sur l'infrastructure qui est aussi d'une grande importance. Cette rencontre, une opportunité à saisir d'apprendre de la Turquie. Cependant, il faut rendre nos offres plus compétitives, selon Mortal Khan, directeur exécutif du CNES. La Turquie, c'est un pays qu'il faut côtoyer, c'est un pays de qui il faut apprendre, mais aussi c'est un pays avec lequel il faut nouer des partenariats intelligents, parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons eu beaucoup d'expérience en termes de partenariats qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, il s'agit donc de nouer des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire que partenariat dans lequel nous aurons tout à gagner, avec comme nos partenaires, mais nous n'avons pas à perdre et que les autres aient à gagner. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat, mais aussi nous sommes aussi engagés dans la même compétition au plan international. Cette plateforme d'échange et de rencontres qui entre dans le cadre de la visite du président turc permet de promouvoir les relations bilatérales entre les deux secteurs privés. Khady Sène, parlons de la journée mondiale de protection des données personnelles placée sous le thème la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée sur Internet. Selon le directeur des affaires juridiques de la Commission de protection des données, en 2019, une vingtaine de dossiers contentieux ont été répertoriés. Toutefois, Mamadou Niane lance un appel aux internautes à informer la CDP afin que celle-ci prenne toutes les mesures visant à faire cesser la violation. Fatoumata Diallo. Pour l'année 2019, une vingtaine de dossiers contentieux ont été répertoriés par la Commission des données personnelles. La Commission a pour rôle de faire connaître les droits et obligations de chaque acteur, sensibiliser sur les atteintes à la vie privée sur le net. Mamadou Niane, directeur des affaires juridiques de la Commission des données personnelles. Le dispositif de protection, il est déjà prévu par la loi depuis 2008, qui se décline en plusieurs activités. Il y a d'abord la veille sur la conformité des traitements. Donc la CDP essaie d'amener le maximum de personnes à déclarer leur traitement et les fichiers que ces personnes détiennent et qui contiennent des données à caractère personnel. Donc c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est la sensibilisation, la formation et la vulgarisation de la loi. Ça, c'est pour implémenter une culture de protection des données à caractère personnel. Et l'autre pilier, c'est un pilier qui concerne la coopération au niveau africain et au niveau international, qui permet à la CDP de partager les meilleures pratiques possibles. À l'heure actuelle, l'on note une fréquence des dérives sur les réseaux sociaux. La Commission des données personnelles a pour mission de prononcer des sanctions, si et seulement si elles sont civiles. Par contre, si les sanctions sont administratives, il faut faire appel au procureur de la République. La loi fait un renvoi au code pénal, donc c'est le juge pénal qui est en charge de la sanction. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'efficacité des sanctions. Il n'appartient pas à la CDP de prononcer une sanction pénale ni une sanction civile, mais des sanctions administratives. Et sur ce point, les sanctions tombent de la mise en demeure à l'amende, au retrait d'agrément, etc. Donc les sanctions sont très diversifiées. En définitive, toute personne dont les droits consacrés par la loi sur les données à caractère personnel ont été méconnus peut informer la Commission des données personnelles afin que celle-ci prenne toutes les mesures visant à faire cesser la violation.
Merci à Fatoumata Diallo. Atelier sur la stratégie de promotion des droits numériques, un partage entre les chercheurs et membres de l'association des utilisateurs des TIC en vue d'assurer une meilleure protection des utilisateurs de l'Internet et de mettre l'accent sur les droits dont disposent ces derniers. Reportage Aïssatou Gueiba. Le Sénégal, toujours dans sa perspective de protection des données personnelles à travers la loi 2018 et la Convention 108, une loi dont l'applicabilité n'est pas encore totalement effective, précise Ndiaga Gueye, président de l'association des utilisateurs des TIC. Ce que nous constatons au Sénégal, c'est une faiblesse de l'application de la loi. On l'avait déjà constaté lors du parrainage, où les candidats à la candidature qui devaient collecter les signatures des électeurs sénégalais devaient avoir une autorisation de la Commission de protection des données personnelles. Et nous savons tous que ça ne s'est pas fait. Ensuite, nous savons que les permis de conduire biométriques et médicaux n'ont pas été déclarés à la Commission de protection des données personnelles. La plateforme de 100 000 logements que le gouvernement a lancée récemment, nous avons contacté la Commission des données personnelles qui nous a informé avoir reçu une déclaration du ministère de l'Habitat, mais la Commission ne s'est pas encore réunie pour prendre une décision. La protection des données personnelles au Sénégal est extrêmement faible. Donc il est vraiment important qu'on fasse le plaidoyer pour que ce droit numérique soit vraiment préservé. Parce qu'il s'agit surtout de l'avenir du Sénégal de demain. Chargé de veiller sur les droits numériques, la protection des données personnelles, entre autres prérogatives, l'association des utilisateurs des TIC parle de freins dans le secteur du numérique. Nous ne savons pas combien de Sénégalais ont accès à Internet. On ne le sait pas. Parce que la dernière enquête nationale sur les technologies de l'information et de la communication a été réalisée depuis 2009. Depuis lors, il n'y a pas eu d'actualisation. Certes, il y a les données publiées par l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, l'ARTP, sur le taux de pénétration. Mais ce taux de pénétration ne donne pas l'information sur le nombre de Sénégalais qui ont accès à Internet. Donc vraiment, il y a des efforts à faire. Et ces efforts vont débuter quand nous aurons commencé à avoir une visibilité sur le secteur du numérique au Sénégal par la réalisation de l'enquête nationale sur les technologies de l'information et de la communication. Sur 55 pays africains, seuls 22 ont une loi sur la protection des données personnelles, des chiffres qui représentent un défi majeur pour le Sénégal dans sa politique de protection de données à caractère personnel. Aïssatou Gueiba, retenez avec nous ce retour de parquet pour Djili Ndiaye, le responsable du Dara à Raoudou, dans le département de Linguère, et le talibé Maguette Diop. Leur interpellation fait suite au décès du talibé Fallou Diop, âgé de 11 ans et qui aurait été battu à mort dimanche dernier. Retenez également avec nous la conférence de presse prévue demain sur le cas Guy Marius Sagna, conférence de presse qui sera animée par la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains, et article 19. Sud International. Sur l'international, le président américain Donald Trump a dévoilé aujourd'hui son plan de paix pour le Proche-Orient, fondé sur une solution à 2 États, dans lequel il accorde à Israël nombre de concessions qui devraient susciter de vives réactions dans le camp palestinien. Affichant son optimisme sur le devenir de ce projet, le locataire de la Maison-Blanche a estimé qu'il pouvait permettre de faire un grand pas vers la paix. Un plan de paix que le mouvement Hamas, premier à réagir dans le camp palestinien, a immédiatement rejeté. La Turquie dénonce un plan Trump mort-né. D'après le ministère des Affaires étrangères, Washington va reconnaître les colonies dans les territoires palestiniens occupés comme faisant partie d'Israël. C'est félicité le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en affirmant que la présentation du plan Trump pour le Proche-Orient marquait une journée historique. Et enfin, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui souhaite concourir à la prochaine présidentielle, a assuré aujourd'hui qu'il n'y aurait pas d'inéligibilité pour elle avant le scrutin de 2022, malgré ses ennuis judiciaires. Pour rappel, Marine Le Pen a été mise en examen en 2018 pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son parti au Parlement européen.
Petrosen, la société des pétroles du Sénégal, vous offre le journal du sommet consacré aux opportunités d'exploration du pétrole et du gaz en Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. La 4e édition du sommet sur les opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz dans le bassin sédimentaire s'est ouvert aujourd'hui. Pour cette première journée, les acteurs du secteur se sont penchés sur l'apport du contenu local. Dominique Kama. Le secteur privé national était à l'honneur lors de cette ouverture du forum entièrement consacré au contenu local. En ce premier jour, le contenu local ne sera pas laissé en rade dans l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Mamadou Falkan, vice-secrétaire permanent du COS-Pétrogaz. L'objectif, c'est que le secteur privé national puisse capter le maximum de parts de marché. Le maximum de parts de marché en encadrant leur participation, en leur réservant même des parts et en les soutenant pour qu'ils se mettent à niveau. Voilà, ils ont besoin pour certains de se mettre à niveau. Comment on le fait? C'est par des formations, c'est faciliter l'accès au financement pour qu'ils puissent exécuter les projets pour lesquels ils peuvent prétendre soumissionner et surtout favoriser des partenariats. Cette implication du secteur privé national permettra de maintenir une partie des bénéfices de l'exploitation de ces ressources naturelles dans le pays. La plupart des biens et services sont produits à l'étranger, donc même quand l'argent est investi au Sénégal, ça repart puisque c'est capté par des prestataires de services étrangers. Et donc nous avions pensé à l'époque très important d'organiser un espace d'échange et de rencontre entre le secteur privé national qui va au contact avec les prestataires de services internationaux, nouer des partenariats pour soumissionner aux appels d'offres des compagnies pétrolières et de services. Le forum se poursuit ce mercredi avec des panels sur les gisements de pétrole et de gaz. Cela se fera en présence du ministre de tutelle. C'était Dominique Kama qui nous parlait de la 4e édition du sommet sur les opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz ouverte aujourd'hui. Cadre juridique sur le contenu local après le vote de la loi. Les décrets d'application sont en cours d'élaboration pour fixer les procédures. Nous écoutons à ce propos Mamadou Falkan. Il est le vice-secrétaire permanent du COS-Pétrogaz. Il est avec Dominique Kama. Le président de la République a donné comme cap à l'horizon 2030, 50% de la production des biens et services qui doit être fait au Sénégal. Alors, c'est un chiffre très ambitieux, mais qui est à notre portée. Donc, il s'agira de positionner le secteur privé national pour capter le maximum de parts de marché. Donc, en cela, nous avons voté une loi en début 2019, donc là les décrets d'application sont en cours d'élaboration. Il y a eu de larges concertations qui se sont faites de manière inclusive, participative et transparente avec tous les acteurs, le secteur privé national, le secteur privé international, la société civile. Et donc ensemble, nous avons défini une vision pragmatique et graduelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le contenu local tout de suite et maintenant, donc il faut le bâtir. Donc ça se construit avec le temps, avec l'Institut national du pétrole et du gaz qui a été lancé l'année dernière. L'Institut va accompagner le développement de ces compétences-là à travers des offres de formation pour le secteur public et pour le secteur privé. Et en cela également, l'État dispose d'outils d'accompagnement à longue prise pour les aider à se hisser aux normes et standards qui sont exigeants dans l'industrie pétrolière. Donc l'État met un ensemble d'outils, d'instruments pour soutenir le secteur privé. Parce qu'il faut les soutenir en termes de formation, en termes de financement, mais aussi mettre en place un cadre juridique qui va obliger les sociétés de services à s'associer avec eux. Alors que en temps normal, il faut juste qu'ils s'enregistrent au Sénégal et qu'ils entrent dans la compétition. Mais là, en plus de ça, pour certaines activités, on leur exige d'avoir des partenaires sénégalais. 22h34 dans nos studios, nous recevons à présent Adja Ndeye Khady Diop, c'est pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
Bonjour à tous et bienvenue. Rénovation et équipement de la maternité du poste de santé de Diouroup dans la région de Fatick par la direction générale des spécialistes de l'énergie dans son programme ISA, initiative Sogea Satom Afrique. 15 millions de francs CFA ont été injectés pour que les femmes accouchent correctement. Christophe Godefroy, directeur de la fondation ISA, au micro de Marie-Rosaline Ndiaye. Nous sommes tout à fait ravis aujourd'hui d'être à l'inauguration de la maternité de Diouroup, du centre de santé de la maternité de Diouroup. C'est un projet que nous avons construit en 6 mois depuis le mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier pour l'inauguration. Ce projet entre dans le cadre de la fondation ISA, qui est en réalité la fondation Sogea Satom étant la maison mère de LSE. Donc c'est LSE à Dakar, spécialisée en travaux électriques, qui a porté le projet. Et nous avons pu défendre le projet auprès de notre maison mère, notre fondation ISA. C'est un projet qui a nécessité l'engagement de toutes les parties, notamment de la commune, des responsables locaux, que ce soit monsieur le préfet, monsieur le maire, et les administrations liées au centre de santé. L'engagement a été également très fort avec les équipes de LSE et le constructeur, et je tiens aujourd'hui à remercier toutes les parties qui se sont engagées pour la réussite de ce projet. Pour l'infirmière, le chef de poste, ce geste va considérablement améliorer l'accueil et le plateau technique de l'établissement qui était dans un état de délabrement très avancé. Maguette Samb au micro de Marie-Rosaline Ndiaye. Ici c'est un grand poste de santé. On a une population de 9800 et quelques habitants avec 11 ou 12 villages polarisés au niveau du poste de santé. Pour les femmes enceintes, on a une cible mensuelle. Normalement, on doit avoir 21 accouchements par mois. Parfois, on a plus, parfois, on a moins. Et la maternité était complètement délabrée. Complètement. Franchement, on n'a plus rien à dire. À part qu'on éprouve un réel plaisir d'accueillir cette maternité. Comme l'a dit le monsieur le maire, c'était pas rénové. Il y a le coin du nouveau-né. À chaque fois, il y a les carreaux qui tombaient. C'était complètement délabré, la maternité. Franchement, c'est bien fait. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. 22h37 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit. Le rappel des titres. Saisie de cocaïne au port de Dakar d'une valeur estimée à 9 milliards 600 millions de francs CFA. Saisie opérée sur le navire Grande Nigeria ce mardi. L'équipe du navire interrogée et l'enquête suit son cours en rapport avec le parquet. D'après un communiqué du Bureau des Relations publiques et de la communication de la Direction générale de la douane sénégalaise. Riposte contre l'épidémie coronavirus, l'État du Sénégal prend les devants. Le ministre de la Santé, rassuré par le dispositif mis en place à l'AIBD où les normes internationaux sont respectées. Abdoulaye Diouf Sarr annonce la mise en place du même dispositif au niveau de toutes les frontières et notamment dans les structures des régions frontalières. Le parti PASTEF, les Patriotes, exhorte l'État à renforcer les mesures de surveillance et à poursuivre les tractations avec les autorités chinoises pour apporter assistance aux ressortissants sénégalais qui sont dans les localités touchées par le coronavirus. Opération de déguerpissement à Kaolack à partir de demain avec la destruction des occupations illégales et anarchiques. Tolérance zéro, mot d'ordre du préfet Ahmed Tidiane Thiaw, alors que le G20 entame dès jeudi son 3e plan d'action. Une marche nationale prévue le 19 février prochain pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Mbaye Sarr a réagi dans cette édition. 1500 Sénégalais seront régularisés en Turquie. Le chef de l'État Macky Sall et son homologue turc ont animé conjointement une conférence de presse. Plusieurs accords ont été paraphés. L'ambition, c'est l'atteinte du volume commercial de 1 milliard de dollars. Nous avons également parlé sur l'international de Donald Trump qui a déroulé son plan de paix pour le Proche-Orient. Journée historique pour le Premier ministre israélien alors que le ministère turc des Affaires étrangères rejette et parle de projet mort-né. Info Santé de Adja Ndeye Khady Diop a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui et merci également à vous auditrices et auditeurs de Sen Radio.